Bonjour à tous et bienvenue à ce 20e webinaire organisé dans le cadre du projet ClimaVège. Donc, le sujet d'aujourd'hui porte sur l'adaptation des prairies semées au changement climatique. Je suis Solène Le Hérissé, je travaille à Végépolis Valley et nous sommes chefs de file de ce projet ClimaVège. Je tiens avant tout à remercier Soline Chetla-Didel et l'ensemble des partenaires qui ont contribué aux travaux qui vous êtes présentés ce matin. Sur la dia suivante, vous avez un rappel des modalités classiques d'organisation de tout bon webinaire. Donc, n'oubliez pas de penser à couper vos micros et j'en profite pour vous informer que ce webinaire est enregistré et donc le replay sera disponible dans les prochains jours. Ensuite, pour revenir au projet ClimaVège, donc ClimaVège, c'est l'association de deux mots, climat et végétal. C'est un projet qui porte sur la transition et la durabilité des systèmes de production végétale face au changement climatique. Il a démarré en février 2021 pour une durée de 4 années. Il implique 80 partenaires autour de 24 tâches de travail et ce sont des partenaires des deux régions, Bretagne et Pays de la Loire. L'ensemble des actions sont structurées autour du triptyque que vous voyez à l'écran, là, eau, sol, plante, et sont vraiment de différentes natures. Il y a à la fois des travaux prospectifs, participatifs avec des producteurs du territoire, des travaux plus de recherche, de l'expérimentation. Et l'action d'aujourd'hui, d'ailleurs, mêle pas mal de choses autour de ces travaux de différentes natures. Vous le découvrirez tout à l'heure. Ce projet, il est financé par des partenaires, bien évidemment, mais également par deux régions, la région Pays de la Loire d'une part et la région Bretagne avec l'ADEME d'autre part. Vous l'aurez compris, on arrive là vers la fin du projet. C'est la raison pour laquelle nous organisons cette collection de webinaires avec les pilotes d'action, vous permettant de découvrir les résultats qui ont pu être acquis au cours de ces 4 années de travaux. Je vais maintenant laisser la main à Soline qui va animer ce webinaire et n'hésitez pas à poser vos questions tout au long des présentations dans le chat. Il y aura des temps d'échange pour pouvoir répondre à vos interrogations. Je vous souhaite un bon webinaire à tous. Alors bonjour à tous, Soline Chetla, donc je travaille à l'Institut de l'élevage au service fourrage, pastoralisme, sol et biodiversité. Je suis chargée d'études prairies, fourrage et pâturage. Et donc avec Anne-Sophie Masson de la Chambre d'agriculture des Pays de la Loire et Pierre Bruno de la ferme expérimentale de Tourigny d'Anjou, on va vous parler aujourd'hui des réalisations de la tâche 2.7 du projet ClimaVège, donc qui porte sur l'adaptation des prairies semées au changement climatique. La présentation, elle va se structurer en deux temps. On va premièrement parler des essais analytiques qui ont été menés sur 3 fermes expérimentales des Pays de la Loire, que sont Derval, Torigny d'Anjou et les Établières, et qui portent sur la comparaison de prairies multi-espèces, multivariétés, vis-à-vis de leur adaptation au changement climatique. Et on reviendra dans un second temps sur un concours qui a été créé par des éleveurs pour des éleveurs sur l'adaptation des prairies semées au changement climatique et qui a été appelé Paris sur ta prairie. Donc, dans un premier temps, on va revenir sur les essais analytiques qui ont été menés sur les fermes expérimentales, avec la question suivante: est-ce que les prairies multi-espèces, multivariétés permettent d'aller vers plus de résilience des prairies aux aléas climatiques? Donc, quand on parle de prairies multi-espèces, multivariétés, déjà, de quoi on parle? Dans un premier temps, une prairie multi-espèces, c'est une prairie qui est composée de plusieurs graminées et de plusieurs légumineuses. Donc, c'est-à-dire qu'on va aller chercher une complémentarité entre des espèces différentes. Donc, c'est ce qu'on appelle le niveau de la diversité spécifique. Ça, c'est un sujet qui a déjà été travaillé depuis plusieurs années, notamment à la ferme expérimentale de Torigny d'Anjou, et qui ont permis ces travaux-là ont permis de montrer que les prairies multi-espèces avaient plusieurs intérêts. Premièrement, elles ont un rendement qui est significativement supérieur par rapport à une association simple de raigrats anglais trèfle blanc, d'autant plus dans des contextes pédoclimatiques qui sont compliqués. Ces prairies multi-espèces, elles ont une bonne souplesse d'exploitation également, et elles présentent des valeurs alimentaires satisfaisantes, notamment au stade végétatif. Donc ces prairies multi-espèces, ce qu'on a pu montrer avec les travaux précédents, c'est qu'elles présentaient plus de résilience aux aléas climatiques. Donc maintenant que cette question-là, elle a été travaillée, on peut se demander si on peut atteindre un deuxième niveau de diversité, c'est-à-dire qu'on peut passer d'une prairie multi-espèces monovariété, où on a 5 à 7 espèces, mais une seule variété en général par espèce, à varier la diversité variétale ou intraspécifique, donc en ajoutant plusieurs variétés pour une même espèce donnée.
En fait, cette question-là, elle vient pas de nulle part, elle vient de travaux qui ont été déjà menés par l'INRAE de Lusignan à partir des années 2010. Et en fait, ces travaux qui ont été menés à l'INRAE de Lusignan montrent que plus on augmente la diversité variétale par espèce, plus on avait une réduction de la variabilité interannuelle des rendements. Donc, c'est-à-dire que d'une année à l'autre, on a des rendements plus stables, donc c'est quand même plus facile de prévoir la productivité de la prairie. Et surtout, elles sont capables d'encaisser des aléas climatiques plus marqués. On a une stabilisation aussi des proportions des espèces, donc c'est-à-dire qu'on va avoir un maintien de l'équilibre entre les graminées et les légumineuses, ce qui est intéressant parce qu'on veut une prairie de qualité tout au long de sa vie. Et puis, on n'a globalement pas d'effet sur la productivité globale des mélanges, c'est-à-dire que les prairies multi-espèces multivariétés ne produisent pas plus que des prairies multi-espèces monovariétales. Ce travail, il a été fait uniquement dans un contexte pédoclimatique donné, qui était à l'INRAE de Lusignan. Donc la question, c'est en déployant cette expérimentation sur d'autres contextes pédoclimatiques, est-ce qu'on aboutit au même résultat? Donc la question qu'on s'est posée, c'est est-ce que introduire de la diversité variétale permet d'augmenter la capacité adaptative des prairies multi-espèces au changement climatique? Voilà ce qui sous-tend les expérimentations qu'on a menées. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a testé 10 modalités de composition de prairies multi-espèces. Donc, quand on revient sur les espèces qu'on a choisies, on retrouve 3 grandes familles. Dans un premier temps, on a mis du régranglais et du trèfle blanc, qui sont des espèces à port gazonnant et qui ont pour objectif de venir combler les trous dans la prairie et donc du coup de lui donner de la densité. Ensuite, on est allé chercher des grandes graminées, que sont le dactyle et la fétuque élevée, qui ont pour objectif d'apporter du rendement à la prairie. Et en plus, c'est des espèces qui sont quand même reconnues pour leur faculté d'adaptation au changement climatique, enfin aux aléas climatiques, parce qu'elles résistent quand même plutôt bien au sec. Et puis, on est allé chercher une troisième famille, qui est la famille des légumineuses, donc en cherchant à diversifier cet apport de légumineuses, soit en implantant du trèfle violet dans le contexte de la ferme de Derval, parce qu'on est sur des sols hydromorphes et que la luzerne ne se plaît pas du tout sur les sols hydromorphes, soit on a implanté de la luzerne pour les établières et tauriniers. Donc ça, c'est notre composition de base. Et on a décliné ça en différentes modalités, multi-espèces, multivariétés ou monovariétés. Donc, concrètement, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a gardé qu'une seule variété commune pour toutes les modalités, pour le régranglais et le trèfle blanc. Ce qu'on a voulu, c'est vraiment faire varier la diversité variétale sur nos grandes graminées, dactyle, fétuque élevée, et sur les légumineuses qu'on ajoute, que sont le trèfle violet ou la luzerne. Donc, à chaque fois, vous avez une modalité en monovariétale et en regard, une modalité où on vient faire varier les différentes variétés de nos grandes graminées et de nos légumineuses. Alors ensuite, comment est-ce qu'on a choisi ces différentes variétés? L'objectif, c'était vraiment de maximiser les écarts de comportement entre les variétés. Donc, qu'est-ce qu'on entend par maximisation des écarts de comportement? C'est qu'on va aller chercher des précocités qui sont différentes, donc des dates d'épiaison qui sont différentes, des ploïdies différentes entre des diploïdes ou des tétraploïdes, des différences de pores, dressés ou couvrants, des types botaniques notamment pour la luzerne. On allait chercher des luzernes typées nord ou plutôt typées méditerranéennes, donc sud, et puis des différences d'agressivité, même si on en parlera juste après, mais que l'agressivité est quand même assez similaire sur les variétés qu'on a choisies. Pour le dispositif expérimental, donc nous, ce qu'on voulait regarder, c'est est-ce que les prairies multi-espèces, multivariétés ont un impact sur la productivité de ces prairies-là? Est-ce que ces prairies sont productives et est-ce que la stabilité du rendement est validée? Est-ce que ces prairies-là sont équilibrées dans le temps? Donc, c'est-à-dire, est-ce qu'on arrive à maintenir nos graminées et légumineuses dans des proportions intéressantes tout au long de la vie de la prairie? Et puis, est-ce que cette prairie-là est de qualité? Donc, est-ce qu'on a suffisamment de légumineuses pour assurer une valeur alimentaire intéressante? Donc, pour ça, dans chaque ferme expérimentale, on a implanté des essais, donc les 10 modalités que je vous ai présentées juste avant, et elles ont été répétées 4 fois. Donc, c'est un dispositif à 4 blocs. Donc, on a 4 fois les mêmes modalités sur chaque ferme expérimentale. Et donc, on s'est donné les moyens de faire des mesures pour évaluer ces différents critères. Donc, au cours de l'année, en fonction de la pousse de l'herbe, on a réalisé des cycles, donc avec des coupes, pour évaluer le rendement. Donc, on a fait 2 coupes au printemps, une coupe potentielle en été si on avait suffisamment de pousses, et puis une nouvelle coupe avec la reprise automnale. On a aussi fait des tri familles et des tri espèces.
sur chaque cycle. Donc, c'est-à-dire que les tri-familles, on va récupérer des quadras dans chaque modalité et aller trier l'herbe qu'on a récoltée en fonction des graminées, des légumineuses et des diverses. Et au deuxième cycle, on s'est même donné les moyens de trier jusqu'à l'espèce. Donc, vous imaginez que ça prend quand même beaucoup de temps. Et donc, en termes de conduite, sur les cycles de pâturage, sur les cycles du printemps, pardon, on a une conduite fauche, donc type ensilage ou enrubanage, avec une hauteur herbomètre à plus de 18 cm pour déclencher la coupe. Et par contre, sur la partie estivale et automnale, on avait une conduite plutôt type pâturage, donc avec un déclenchement de coupe avec une hauteur supérieure à 10 cm. En termes de fertilisation, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un apport de 15 tonnes par hectare de fumier composté à l'hiver 2023-2024. Je reviens rapidement juste sur le contexte pédoclimatique des essais. Alors, à la ferme expérimentale de Derval, l'essai il était implanté sur une parcelle à alternance hydrique avec une faible réserve utile. L'objectif, c'était vraiment de mettre l'essai dans des conditions difficiles pour créer des écarts de comportement entre les modalités. C'est sur sol limoneux, sur schiste peu profond. À Torigné d'Anjou, on est sur une parcelle qui est vraiment séchante. Avec ce qui s'est passé en fait à Torigné, c'est qu'on a eu une mauvaise implantation de l'essai à l'automne 2021, c'est-à-dire qu'on avait un salissement excessif vraiment sur l'année 2022. Donc il y a eu plusieurs fauches de nettoyage en 2022 et on a eu un suivi à partir de 2023, à partir de l'automne 2022. Et puis aux établières, on est sur une parcelle séchante avec faible réserve utile, donc vraiment des contextes difficiles. Et en termes de pluviométrie, donc l'année 2022, on ne vous apprend rien, mais était marquée par une sécheresse estivale très marquée, donc une faible pluviométrie. 2023 était assez pluvieuse, mais la palme revient à 2024 qui vient de s'écouler, où on a vraiment eu bien plus de pluie que d'habitude. Et donc, ce dispositif expérimental-là, il est déployé dans le cadre du projet ClimaVeg, c'est ce qu'on vous présente aujourd'hui. Mais on a des dispositifs similaires qui sont déployés dans le cadre du projet Cap Protéines Plus et qui, lui, va durer jusqu'à 2026-2027. Donc du coup, ce contexte climatique, il a eu des conséquences sur les niveaux de rendement. Donc ici, vous avez le rendement moyen des essais, donc chaque année pour les différents sites. Donc déjà, ce qu'on voit, c'est que sur l'année 2022, on est sur des niveaux de rendement qui ont été assez faibles, hormis à Derval, où le rendement s'est maintenu. Sur 2023, on est sur des rendements qui sont légèrement supérieurs, hormis à Derval, où il y a eu un printemps froid qui a vraiment pénalisé le rendement moyen des essais. Et en 2024, année favorable, on voit qu'on a globalement on a eu une pousse de l'herbe qui s'est maintenue sur l'année. Donc on voit vraiment cet effet année sur le rendement des différents sites. Voilà. Maintenant, on va aller regarder un peu plus précisément sur chaque site si on a eu un effet de la multivariété sur le rendement. Donc ici, vous avez toutes les modalités qui sont représentées. Donc on a 5 mélanges d'espèces avec à chaque fois la modalité monovariété et la modalité multivariété. Donc à Derval, il n'y a pas eu d'impact de la multivariété sur le rendement. Voilà, il n'y a pas d'effet significatif de la diversité variétale. Il n'y a pas eu non plus d'effet de la diversité spécifique. Donc il n'y a aucune différence entre les modalités, quelle que soit l'année et quel que soit le cycle. Voilà, donc il n'y a pas eu de gain de rendement. Et également, il n'y a pas eu non plus on a retrouvé les mêmes conclusions sur le site des établières. Il n'y a pas eu de gain de rendement et il n'y a pas eu non plus d'effet sur la stabilité du rendement. Et à Torigné d'Anjou, alors on retrouve une tendance en faveur des modalités plutôt basse fétuque, mais c'est pas significatif. Donc là, on est sur 2 années d'essai, il n'y a pas eu d'impact de la diversité variétale. Après, il faut garder aussi en tête que c'est un essai qui a été suivi pendant 2 à 3 ans, hormis à l'INRAE, là où ils ont vu un impact positif de la diversité variétale, ça a été suivi pendant 5 ans. Voilà, ça à remettre aussi en perspective. Voilà. Pardon, c'est moi. Alors, après, on est allé regarder la diversité de la flore. Donc, on a fait des tris
de flore à la deuxième récolte. Et donc ça, à chaque année d'essai, et ce qui a pu donner donc un regard sur l'évolution de la flore. Alors, on a fait le choix de mettre ensemble les modalités. C'est après, pardon. Aux établir, par exemple, sur la modalité où on a toutes les espèces ensemble, donc luzerne, trèfle blanc, fétuque élevé, dactyle, régras anglais. On observe qu'il y a quand même, alors il y a l'année 2022 qui a fait fortement baisser le régras anglais. Voilà. Faut savoir que la luzerne s'est jamais implantée aux établières également. Donc, ce qui confirme que la luzerne, elle s'implante mieux au printemps qu'à l'automne. Et voilà. On voit effectivement qu'au niveau des diverses, on a une régression des diverses au fur et à mesure des années. Donc, le salissement se maîtrise avec la diversité qui est là et plus liée à la diversité spécifique que plus à la diversité variétale. Voilà. On a quand même une régression des légumineuses et ce qu'on peut voir, c'est que le dactyle, il explose en fait à partir de 2022. On le voit augmenter en 2023. Il régresse un tout petit peu au profit de la fétuque élevée en 2024. Et là, c'est plus probablement un effet année aussi, étant donné qu'on a eu beaucoup de pluie sur l'hiver. Et le dactyle aime pas trop avoir beaucoup les pieds dans l'eau. Voilà. Je pense que tu peux passer à la suivante. Alors, pour rajouter un peu de significativité sur l'analyse, on a utilisé un indice d'équitabilité de Pielou. Donc, en gros, alors je ne vais pas rentrer dans le détail du calcul, mais en gros, c'est un indice qui se situe entre 0 et 1, qui donne une note entre 0 et 1. Et plus on va vers 0, plus on va vers une simplification du couvert où on a 0, si on est à 0, c'est qu'il ne reste plus qu'une seule espèce. Et au contraire, si on tend vers 1, c'est qu'on tend vers un équilibre des espèces par rapport à ce qui a été semé. Voilà. Et donc, aux établières, là, quand on regarde sur l'ensemble des modalités, donc sur les 10 modalités, on observe effectivement qu'il y a une simplification assez massive en fait de toutes les modalités. Et ça, peu importe si on était en monovariétal ou en multivariétal. On a même certaines modalités où on arrive à 0, notamment les modalités avec du dactyle. Voilà, où en fait le dactyle a pris toute la place. Voilà. À Derval, on a un peu les mêmes tendances. Avec la différence que on a sensiblement la même trajectoire d'évolution qu'aux établières. On a un peu plus de diverses. Le trèfle violet a disparu à partir de 2023. Voilà, et le dactyle reste prépondérant, même si la fétuque élevée prend un peu sa place au fur et à mesure des années. Voilà, on est vers une simplification du mélange. Alors pareil, sur l'indice d'équitabilité de Pielou, pareil, hein, on voit que sur l'ensemble des modalités, on va vers une simplification plus rapide sur les dactyles. Mais voilà, sur les mélanges avec fétuque élevé, étant donné la trajectoire, on peut supposer effectivement que sur les années suivantes, on va pareil sur une simplification progressive des mélanges. Voilà. Alors,
Ensuite, sur les deux modalités de dactyle légumineuse. Donc là, on a fait le choix de faire les moyennes entre monovariétal et multivariétal parce qu'on a trouvé qu'il n'y avait pas de différence significative en termes de flore. Voilà. Donc sur les modalités avec dactyle, alors en comparant les établières et Derval, on a donc une disparition des légumineuses et du raisin anglais très, très vite en fait. Dès 2023, on n'en trouve quasiment plus, voire pas. Et en 3 ans, le dactyle a pris toute la place. Donc, ce qui confirme que le dactyle, pour un moment, on n'a pas forcément de variété pas agressive, enfin qui soit moins agressive et qui se comporte mieux en mélange. Voilà. Pareil pour la fétuque élevée, les deux modalités en fétuque élevée sur établière et Derval. On va également sur une simplification, mais qui est moins forte qu'avec le dactyle. Aussi parce que la fétuque élevée s'installe assez lentement. Mais elle va quand même dominer les autres espèces. Et alors, on voit qu'il y a du dactyle dans les modalités, alors que ce n'était pas prévu. C'est que les blocs ont été contaminés par le dactyle dès l'année 2022. Donc, voilà. Et si on compare en fait du coup les moyennes des modalités dactyle et fétuque élevée avec légumineuse sur Thorigné. Là, à Thorigné, on a réussi à garder des légumineuses tout au long de l'essai en fait, donc sur 2023-2024. Et on suppose que c'est probablement parce qu'on est dans un contexte bio, on est sur un contexte qui est beaucoup plus concurrentiel, donc avec un apport de fumier composté, et ce qui laisse en fait plus de place pour les légumineuses, voilà, par rapport aux graminées. Et à Thorigné, si on regarde l'indice d'équitabilité de pied-loup, eh bien pareil, c'est moins flagrant que sur les autres fermes, mais on a une tendance vers la baisse du mélange de flore, à l'exception de la modalité en monovariétal dactyle. Voilà, sans pas forcément d'explication, mais c'est peut-être aussi dû à l'implantation, étant donné que l'année 2022 a été très sale et qu'on a commencé à suivre qu'à partir de 2023. Donc potentiellement, les espèces ont pu revenir à partir de l'année 2023 et 2024. Et donc, pour continuer, on s'est intéressé à la valeur alimentaire, donc qu'on a été apprécié à travers 2 indicateurs principaux, donc que sont la teneur en UF par kilo de matière sèche et la teneur en MAT, matière azotée totale. Déjà, le premier élément marquant sur les 3 sites, sur les 3 années, c'est une valeur alimentaire qui est très faible. On se situe entre 9, 10 et 12-13% de MAT, peu importe les années. Donc là, ici, vous avez l'évolution de la valeur alimentaire au cours des 3 années aux établières, donc qui illustre bien un peu les tendances de fond qu'on a observées sur les 3 sites. Donc, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'on a une première année 2022 avec des niveaux modestes de MAT autour de 13-14, sans différenciation entre les différentes modalités. Et ensuite, on peut repositionner 2023-2024 sur des niveaux plus faibles de MAT également. Donc, au global, on a, à l'échelle des 3 sites, on n'a pas d'effet de la multivariété sur la stabilité de la valeur alimentaire des différents mélanges.
Cependant, du coup, ce niveau de MAT, il baisse aussi au fur et à mesure que la teneur en légumineuses baisse. C'est pas forcément des choses ce qu'on observe à Torigny, on va y revenir. Et également, un autre élément, c'est que voilà, on a ces années 2023-2024, on a des faibles niveaux de MAT qui sont aussi peut-être liés à voilà, des problèmes de minéralisation. Printemps 2023 assez sec, printemps 2024, 2023 assez froid, 2024 assez sec. Et aussi peut-être un effet dilution de la MAT avec le niveau de rendement voilà, en premier cycle. Et au global, voilà, on a un dactyle qui, à lui-même, est une espèce qui est assez riche en azote, mais sans légumineuse, on voit aussi la complexité de maintenir de bonnes valeurs alimentaires. Voilà. Ensuite, du coup, on peut apprécier du coup, les valeurs alimentaires des différents mélanges suivant les cycles. Voilà, on a ce cycle 1 avec une valeur alimentaire qui est assez basse. Comme je le disais, lié sûrement à cet effet faible minéralisation au printemps et cet effet dilution. Une MAT qui va être aussi plus fluctuante sur l'été. On a davantage de variabilité suivant les modalités, mais là non plus rien de significatif. Et à l'automne, on a une MAT qui reste assez intéressante. Donc là aussi, c'est une herbe qu'il est possible d'aller valoriser quand les conditions le permettent. Et enfin, donc, voilà, juste pour l'illustrer sur des choses qu'on a pu apprécier à Torigny, parce qu'on avait une assez large amplitude des niveaux de légumineuses, mais comme quoi vraiment les légumineuses et le trèfle blanc notamment sont vraiment le moteur azoté de la prairie. On a une belle corrélation entre les teneurs en MAT par kilo de matière sèche et les pourcentages de légumineuses, et également une influence assez forte sur le rendement. Voilà. Donc voilà, d'où l'importance de bien raisonner le choix d'espèces, le choix des variétés, selon la sociabilité, en particulier sur les graminées avec la fétuque et surtout le dactyle, au vu de ce qu'on a vu précédemment sur l'évolution et la simplification des mélanges à dominante dactyle. Donc en conclusion, à l'issue de ces 3 années d'essai, ce qu'on a pu mettre en évidence, c'est qu'il n'y avait pas d'effet de la multivariété sur la productivité des mélanges. Ceci dit, ça reste en accord avec les conclusions de Lusignan, donc là-dessus on est plutôt raccord. Par contre, on n'a pas non plus mis en avant un effet de la multivariété sur la stabilité des rendements entre années. On n'a aucune différence significative entre les modalités monovariétales et les modalités multivariétales. La stabilité de la composition floristique, on l'a bien vu avec la chute de l'indice de Pielou, on n'arrive pas finalement à maintenir un équilibre intéressant sur les différentes modalités, que ce soit en monovariétal ou en multivariétal. Et la valeur alimentaire, comme le disait Pierre, de manière objective était relativement décevante. Et en plus, on a une diminution au fur et à mesure des années de cette valeur alimentaire-là. Donc après, il faut quand même qu'on relativise ces suivis-là. Comme le disait Pierre, les essais menés à l'INRA de Lusignan ont été concluants au bout de 5 ans. Nous, on a suivi que pendant 3 ans, avec une année d'implantation qui était quand même un peu compliquée. On a eu la sécheresse 2022 dès l'année d'implantation, donc on n'a pas mis les essais dans les meilleures conditions non plus. Par contre, ces essais nous ont appris d'autres enseignements. Que les variétés de dactyle actuellement sur le marché sont globalement agressives et en tout cas peu recommandées pour une utilisation en prairie multi-espèces dans le contexte des Pays de la Loire. Que la fétuque élevée, elle confirme sa lenteur d'installation. Voilà, elle commence à pleinement prendre sa place en 2024. Et puis, on a aussi plus de réussite avec un semis de luzerne au printemps plutôt qu'à l'automne, parce qu'aux établières, on n'en a pas du tout retrouvé après un semis à l'automne. En termes de communication, pour aller plus loin sur les résultats de cette étude, on a fait une synthèse globale multisite qui reprend une partie des graphes qu'on vous a présentés ce matin. On a aussi fait des comptes rendus d'essais pour chacune des fermes expérimentales pour revenir sur le contexte un peu plus local. Et on a également fait une vidéo sur les résultats des essais qui a été tournée à la ferme expérimentale de Torigny. Et donc, si vous voulez retrouver tous ces documents-là, ils sont en ligne sur le site internet de l'IDEL. Et vous pouvez scanner ce QR code pour y accéder.
Et les perspectives de cette étude-là, c'est on espère que le projet Cap Protéines Plus nous en apprendra plus sur l'intérêt des prairies multi-espèces multivariétés, parce qu'on a des suivis de parcelles sur d'autres fermes expérimentales, donc sur Trévarez, Moron, Derval et Gelée-Bois. Donc on espère qu'avec plusieurs années d'acquisition en plus, on arrivera à des conclusions plus claires que celles qu'on a eues sur le projet Climavège. Et en complément donc de ces essais en ferme expérimentale là, on a aussi fait des petits suivis sur des fermes commerciales qui ont été suivis donc par les conseillères de la Chambre d'agriculture des Pays de la Loire. L'objectif, c'était pareil, c'était de comparer le comportement d'une prairie multi-espèce monovariété avec une prairie multi-espèce multivariété, mais dans un contexte vraiment d'exploitation avec des parcelles à taille réelle, quoi. Donc ces démonstrations-là, elles ont été implantées à l'automne 2022 sous couvert de métailles, parce que c'est quand même une pratique qui se démocratise de plus en plus dans les Pays de la Loire. Et on a eu des suivis de 2023 à 2025, donc il y en a qui sont encore en cours, sur la conduite des parcelles. Donc on regardait tous les pâturages, les fauches, tous les événements qui étaient arrivés sur la parcelle. Des évaluations de rendement, soit par fauche, soit par herbe valo, avec l'outil herbe valo, dans le cas des parcelles pâturées. Et puis une évaluation de la composition une fois par an aussi, avec des quadras dans les parcelles. Donc on a eu 2 suivis en Mayenne et puis un suivi dans le Maine-et-Loire. Donc le suivi, un des suivis en Mayenne, ce qui s'est passé, c'est que l'éleveur a implanté 3 paddocks. Un paddock, le P1 qui est en monovariétal, le P2 qui est à moitié en monovariétal et en multivariétal, et le P3 en 100% multivariétal. C'est des paddocks qui étaient destinés au pâturage des vaches allaitantes. Et donc, la composition de base, c'était fétuque élevé, raigré anglais, trèfle blanc. Et sur la modalité multivariétale, il est allé rajouter 3 variétés de fétuque au lieu de une. Donc, l'aspect multivariétal se fait sur la fétuque élevée. Je vous passe les détails du suivi, parce qu'on n'a pas forcément le temps ce matin. Mais la conclusion de ce suivi-là, c'est que la prairie multivariétale, elle présente potentiellement un meilleur équilibre entre espèces, avec un meilleur maintien des légumineuses, mais on n'a pas de différence de productivité entre le paddock P1 et le paddock P3. Sur le suivi en Mayenne, il y a 2 paddocks d'1 hectare qui ont été implantés. Ils étaient destinés au pâturage des vaches laitières. Là, on est sur une composition un peu plus diversifiée. Donc la composition de base, c'est fétuque élevé, raigré anglais, trèfle blanc, trèfle hybride, trèfle violet, luzerne. C'est quand même assez riche. Et là, la multivariété est venue jouer sur la fétuque élevée avec 3 variétés et la luzerne avec 3 variétés également. Donc, quand on regarde les quadras qui ont été faits, ce qu'on remarque, c'est que la modalité monovariétale, elle est un peu plus riche en diverses, donc un peu plus sale et moins riche en légumineuses. Mais c'est sans doute lié aussi à une moins bonne installation des légumineuses dès l'année d'implantation de la prairie, parce que la parcelle était plus sale à l'issue de la récolte du métail. Donc, cette modalité monovariétale a été pénalisée dès sa phase d'implantation par rapport à la modalité multivariétale. Mais globalement, la prairie multivariétale, elle est de meilleure qualité que la monovariétale, avec plus de légumineuses à l'issue des 2 années d'essai. Et en fait, ce qu'on remarque aussi, c'est que sur la modalité monovariétale, la luzerne, elle ne s'est jamais vraiment implantée. Donc la question, c'est est-ce que cette variété-là n'était tout simplement pas adaptée et que du coup, elle a dégagé assez rapidement du mélange. Et la question, c'est est-ce que c'est pas plutôt les 2 autres variétés de luzerne qui ont été implantées dans la modalité multivariétale qui ont pris le relais? Parce qu'on n'est pas capable de savoir si cette variété qui a disparu en monovar est bien restée en multivar. Mais potentiellement, donc en jouant sur la complémentarité des variétés, on arrive à maintenir des espèces dans le mélange parce que justement, elles s'adaptent à des conditions différentes. Et on a fait un 3e essai à Bushman sur une parcelle de 3 hectares qui est découpée en paddock destinée au pâturage des vaches laitières. Et donc, on avait deux modalités. Une modalité témoin en monovariété avec de la fétuque élevée, du raigré anglais, du trèfle blanc et du trèfle blanc nain et du trèfle blanc géant. Et en multivariété, on a mis 3 variétés de fétuque élevé, 2 variétés de raigré anglais et 2 variétés de trèfle blanc nain. Alors, sur cette démonstration, ce qui s'est passé, c'est que
Eh bien, au niveau de l'implantation, il y a eu des différences d'implantation. Alors, ce qui est mis en cause, c'est que au niveau du couvert de métail, sur le mélange monovariétal, l'éleveur a rajouté beaucoup de trèfle annuel, du trèfle Micheli et du trèfle incarnat qu'il n'y avait pas sur le couvert sur le mélange multivariétal. Ce qui fait qu'il y a eu un défaut d'implantation de la prairie sur le monovariétal, ce qui fait que c'est pas forcément comparable en termes de rendement et de flore, du moins la première année. Voilà. Voilà, donc ce qui fait que sur le mélange monovariétal, on a eu beaucoup de sols nus au sortir de la récolte. Et voilà. Alors, ça ne veut pas dire que la prairie n'est pas suffisamment installée pour la suite. Elle s'est bien installée à la suite, mais en termes de rendement, c'est pas forcément comparable. Voilà. Du coup, on vous laisse la place pour des questions. Si vous en avez, je vois qu'il y en a pas mal dans le chat aussi. Alors. Donc là, il y avait une première question sur les variétés de dactyles qui étaient utilisées. Alors, je ne les ai plus en tête, donc je vais vous les retrouver tout de suite. Hop. Je les ai sous les yeux, là, si tu veux, Soline. Ah bah vas-y, je t'en prie. Du coup, on avait 3 variétés, donc un RGT Verali demi-tardif, Archibaldi très tardif, et variété Tardi, qui est aussi tardif, avec un port plus dressé, du coup, pour essayer de tendre vers une variété dactyle plus sociable, moins couvrante. Voilà. Ouais, la variété Archibaldi, normalement, était censée être plus sociable que les autres, avec une installation plutôt lente. Et finalement, bon alors après, on ne sait pas, hein, encore une fois, on n'a pas fait d'études vraiment pour définir le génome des variétés qu'on retrouve ou pas. Mais c'est quand même... Ah, Cédric, oui, je te laisse peut-être intervenir là-dessus. Non, excusez-moi, c'est une erreur. Ah. Je vous laisse continuer sur le sujet. Ça marche. Oui, donc on sait pas précisément en fait à l'issue de nos années de suivi là quelle variété se trouve encore dans nos essais. Si ça se trouve, il y en a qui ont disparu, mais on n'est pas en capacité de le montrer. Mais en tout cas, enfin, sur les variétés de dactyles vraiment qu'on a utilisées, alors qu'on a essayé de maximiser les écarts de comportement, on se retrouve avec des micro-parcelles qui sont quand même très très homogènes et très très envahies de dactyles. Donc ça, c'est une vraie problématique. N'hésitez pas à prendre la parole directement si vous avez des questions. Sur la question de si on avait un témoin de règle anglais trèfle blanc en référence, non. Non, vraiment, notre témoin, c'était... Alors, je vais vous repartager. Alors, je reviens en modalité. Hop. La modalité témoin qu'on avait, c'est on retrouvait toutes les espèces présentes et en monovariétal. Donc on n'avait pas, en effet, on était parti du principe que les prairies multi-espèces étaient intéressantes, donc on n'a pas recomparé vis-à-vis d'un témoin de uniquement raigrats anglais trèfle blanc. Tu déroules peut-être les questions qui sont dans le chat, Soline, et puis on voit après s'il y a... Ouais, alors Carole, je vois que tu avais mis une question. Alors, lorsque vous parlez de l'évolution de la valeur alimentaire au cours des années, sur quel cycle de l'année sont basées les représentations graphiques? Alors, je reviens dessus. Hop. Est-ce que les valeurs de chaque cycle sont proratisées à la productivité de chaque cycle? Non, là vraiment sur le graphe qu'on a fait là, c'est la MAT moyenne de l'année.
sachant qu'on a plusieurs analyses, on a des analyses pour plusieurs cycles. Mais là, c'est vraiment la moyenne, on n'a pas proratisé au rendement. Mais ça peut être quelque chose qu'on peut faire, oui, tout à fait. Alors ensuite, quelle est la teneur en calcium, phosphore et potasse des 3 sites? C'est une très bonne question. Je ne sais pas si on a ça, Pierre. De toute manière, il y avait des analyses qui avaient été faites en début d'essai. Oui. Et l'objectif, c'était qu'on soit pas sur un facteur limitant pH, phosphore, potasse. Par exemple, à Torigny, on était sur 90% de taux de saturation avec un pH avec un peu plus de 6. Et pareil, sur le phosphore, la potasse, c'était aussi cohérent. Donc, il y a eu des analyses qui ont été faites pour vraiment vérifier qu'on soit bien au point là-dessus. Tout à fait. Alors ensuite, il y a la valeur alimentaire pour quel type d'animaux au niveau de production? On était sur une valeur alimentaire, là, avec les UFL, on est plutôt sur les animaux laitiers. Voilà. Je ne sais pas s'il y avait une question plus spécifique que ça. Ensuite, une remarque. Beaucoup de prairies dans la région sont des prairies de moins de 5 ans. La piste multivariété ne semble donc pas adaptée. Alors, en tout cas, avec les essais qu'on a, c'est une vraie question, hein, c'est une bonne question. Avec les essais là, tels qu'on les a menés, pour l'instant, il n'y a pas d'intérêt. Mais sincèrement, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'intérêt non plus. C'est juste que, oui, peut-être que rester sur une monovariété, ça pose pas de problème pour l'instant. Mais sincèrement, peut-être qu'on n'a pas maximisé l'écart de comportement entre les variétés aussi. Peut-être qu'en associant d'autres variétés, on aurait eu des résultats différents. Donc, je pense que ça vaut le coup pourquoi pas d'essayer, mais avec d'autres variétés potentiellement plus différentes, quoi. Et oui, c'est aussi du coup 2023-2024, 2 années qui sont relativement favorables à la pousse de l'herbe, et donc peut-être que ça ne contribue pas à exprimer des écarts entre les variétés. Et à contrario, oui. Est-ce que je peux rebondir, Sandrine Flajoulot, Société Serience? Oui. Par rapport à l'étude menée par l'INRA, le choix des variétés avait été fait avec les sélectionneurs pour maximiser à fond la diversité génétique, ce qu'on n'a peut-être pas dans ce cas dans vos expérimentations. Donc ça, c'est quelque chose aussi qu'il faut peut-être prendre en compte. Voilà, juste une remarque. Tout à fait. Merci. Ouais. Bah ouais, là, on s'est dit, en fait, on veut essayer de faire ça en conditions réelles. Donc, un éleveur, à quoi il a accès? Il a juste accès au catalogue français, quoi. Donc, il faut qu'on fasse avec. Et sans doute que les variétés sur le marché sont pas suffisamment différentes, tout à fait, ouais. Et il y avait une dernière question. Dans le projet CapProtéines Plus, les suivis ne sont pas reconduits aux établières et à Torigny. Quel est le financement de CapProtéines Plus? Non, il n'y a pas de reconduite des essais aux établières et à Derval. À Torigny, vous continuez 1 an de plus. À Torigny, vu qu'on a un bon maintien des légumineuses, ça nous semble vraiment intéressant d'aller un peu plus loin sur cet essai, d'aller voir ce qui se passe sur une troisième année de récolte, voire même une 4e année. Et là, pour le financement, c'est encore en cours. Voilà. Et pour CapProtéines Plus, c'est la suite de CapProtéines, donc c'est le plan France Relance. Voilà. Est-ce que vous avez... Ah. Mais Pauline, sinon je vous laisse intervenir prendre la parole directement. Oui, bonjour, Pauline Verlier d'Herbivore. Alors, je suis désolée, votre étude, elle est super intéressante, mais du coup, je rebondis sur ce que la personne qui vient d'intervenir pour Serience a dit. Justement, au niveau du comportement des variétés, et notamment de leur capacité à s'adapter dans des mélanges, est-ce que c'est des infos auxquelles on peut avoir accès en tant que technicien ou pour des éleveurs qui se poseraient la question? Parce que c'est vrai qu'au moment de constituer les mélanges, on a plein d'infos, l'herbebook, bon... mais c'est vrai que ce sont des choses qui manquent pas mal quand même pour faciliter les choix au moment de choisir des variétés pour faire des mélanges. Voilà, si vous avez un retour là-dessus. Donc ça, c'est vraiment des données qui sont propres aux sélectionneurs, qui connaissent vraiment les poules génétiques qu'ils utilisent, et c'est vrai que c'est des choses qui ne sont pas communiquées.
Ok. Et que du coup, nous, voilà, quand on fait nos mélanges, on sait, Mhm. mais on communique pas au-delà. Ok. Et si on vous contacte, par exemple, avec des projets spécifiques, etc., est-ce que sans, entre guillemets, vendre la mèche de vos secrets, vous avez moyen de nous orienter vers des variétés qui peuvent convenir à certains types de projets ou pas du tout? Oui, alors après, l'info, on l'aura pour tout ce qui sort de chez nous. Après, Oui, pour, non, mais bien sûr, pour mais chaque. bien sûr, oui, si Ok, on peut aider ça marche. à Super. formuler dans des choix, pourquoi pas? Il n'y a pas Très de bien. souci. Merci beaucoup. Ok, écoutez, si vous n'avez pas de questions supplémentaires sur cette partie-là, on va continuer sur le concours. Sinon, on pourra toujours en reparler après. Hop. Hop, alors, donc on va vous parler du concours qui s'appelle Paris sur ta prairie, qui a été créé par des éleveurs pour des éleveurs, pour mettre en avant les pratiques d'adaptation au changement climatique que les éleveurs mettent en place sur leur prairie. Donc, l'objectif de cette tâche-là, c'était vraiment de faire émerger et d'encourager des solutions innovantes concernant la gestion des prairies face aux défis climatiques. Donc, pour ça, on a sollicité un groupe d'éleveurs qu'on a réuni. Donc, on a réuni 4 éleveurs dans un comité d'organisation du concours, avec qui on a travaillé à partir de septembre 2021. Et en fait, on a réfléchi ensemble aux critères de participation de ce concours, à la grille d'évaluation, à la stratégie de communication et puis à la constitution des jurys. Mais c'est vraiment eux, enfin on les a accompagnés, et c'est vraiment eux qui ont été à la manœuvre dans la création de ce concours. Donc on a abouti ensemble, en brainstormant, à la création du concours qui s'appelle Paris sur ta prairie, qui a été déployé du coup en Pays de la Loire, enfin mis en place en Pays de la Loire en 2022, et qui s'est exporté depuis en dehors de la région Pays de la Loire. Il arrivait en région Bretagne en 2023 et 2024, et il arrive très prochainement en région Centre-Val de Loire. Donc là, on va faire le concours aussi en 2025 en Centre-Val de Loire. Donc, on a réfléchi ensemble aux critères de participation. On s'est dit, on voudrait qu'il y ait des agricultrices et des agriculteurs des Pays de la Loire qui candidatent, parce que c'est vraiment un concours régional. Ce qu'on voulait aussi, c'était des prairies semées entre 4 et 8 ans, histoire qu'elles soient suffisamment vieilles et qu'elles aient eu le temps d'encaisser plusieurs aléas climatiques et qu'elles soient le reflet vraiment d'une bonne gestion de la part des éleveurs, donc on puisse évaluer tout ça. Qu'elles soient composées minimum d'une graminée et d'une légumineuse, parce qu'on l'a dit en introduction, les prairies multi-espèces, ça reste quand même une solution pour adapter les prairies aux aléas climatiques. Et puis, on pouvait inscrire une parcelle de fauche ou une parcelle pâturée, il n'y avait pas de problème, voire mixte. L'objectif vraiment de l'évaluation de ces parcelles-là, c'était de voir comment est-ce que les pratiques mises en place par les éleveurs permettent de gérer correctement les prairies. Parce qu'en fait, une prairie adaptée au changement climatique, c'est pas forcément une prairie qui a des espèces exotiques, c'est aussi une prairie qui est tout simplement bien gérée, bien exploitée au bon moment et que l'éleveur vraiment, il fait attention à pas l'épuiser sur le long terme, quoi. Donc c'est une prairie qui est bien valorisée et c'est une prairie qui est équilibrée en graminées légumineuses pour maintenir vraiment une qualité de valeur alimentaire intéressante et puis d'assurer le moteur azoté de la prairie aussi. Et nous, ce qu'on regarde avec ce concours, c'est la cohérence entre le potentiel de la prairie, la manière dont elle est gérée et les objectifs de l'éleveur pour cette prairie. Donc pour rentrer un peu plus loin dans la grille d'évaluation, pour qu'on vous dise à peu près ce qu'on a regardé, la grille, elle était composée de 3 parties. La première partie, elle est très librement inspirée de la grille d'évaluation des pratiques agroécologiques, anciennement concours Prairie Fleurie. Donc, c'est la présentation du candidat et de la parcelle. Donc là, le jury arrive sur l'exploitation et pose des questions directement aux éleveurs pour un peu comprendre le système d'élevage, la place de la parcelle candidate dans l'exploitation, le contexte pédoclimatique de la ferme, mais aussi de la parcelle, l'historique de la parcelle, la dynamique de pousse, est-ce qu'on est plutôt sur une parcelle précoce, plutôt tardive, les choix des espèces et des variétés qui ont été faits par l'éleveur, et puis on retrace le calendrier des pratiques agricoles au cours de l'année. Quand est-ce qu'on a fait du pâturage, avec quel chargement, avec quelle catégorie animale, quelle pratique de fertilisation, d'entretien et autres. Ensuite, il y a une deuxième partie où là, c'est vraiment une évaluation par le jury, c'est-à-dire que l'éleveur n'intervient plus du tout. Là, c'est vraiment le jury qui se concentre sur la grille et sur la prairie en tant que telle. Donc, on a premièrement une observation de la parcelle candidate, où dans un premier temps, on définit la fonctionnalité agricole, et ensuite, là, on fait vraiment une évaluation de la prairie, c'est-à-dire qu'on prend des quadras,
on les lance dans la prairie et on regarde le recouvrement, donc on a une note de recouvrement sur 6 qu'on attribue en fonction de la proportion de graminées, de légumineuses, des divers semés, des divers spontanés et de sols nus. Ça nous permet de savoir si la prairie, elle est avec une composition intéressante, si on a un bon équilibre entre graminées et légumineuses, qu'on n'a pas trop de diverses. Et puis ensuite, on regarde donc la qualité de l'équilibre de la prairie et la capacité de redémarrage, après notamment un été sec. Et enfin, la troisième partie, c'est on regarde les pratiques de l'éleveur et on évalue s'il y a une cohérence globale entre ce qu'on vient d'observer et les pratiques de l'éleveur. Donc on regarde si le choix de la composition, que ce soit en espèces ou en variété, c'est cohérent vis-à-vis du type d'exploitation qu'on attend l'éleveur et au contexte pédoclimatique aussi. On regarde comment le pâturage est géré et la fauche aussi. Est-ce que l'éleveur fait attention à ne pas faire du surpâturage pour ne pas créer de trous, faire rentrer des diverses et diminuer le rendement de sa prairie à long terme aussi. Et puis, donc, on finit vraiment par une évaluation globale de la cohérence entre les objectifs et les pratiques de l'éleveur. Voilà pour la grille d'évaluation. Et puis après, on a travaillé ensemble à faire une stratégie de communication. Et donc, on a impliqué les éleveurs de bout en bout. Voilà, donc là, on a fait une vidéo teaser pour présenter le concours avec Jean-Paul Pichot, qui faisait partie du comité d'organisation qui s'est prêté au jeu. C'est une petite vidéo qui dure 1 minute et qui est rigolote. Si jamais vous avez l'occasion, vous avez le QR code juste à côté aussi. On a fait des articles dans la presse aussi, avec Denis qui était dans le comité d'organisation aussi, et des flyers. Donc, pour cette première édition qui s'est passée donc en 2022, on a eu 16 inscrits. Répartis, alors on n'a eu personne en Sarthe, mais répartis sur 4 départements, donc 3 participants en Loire-Atlantique, 6 participants en Maine-et-Loire, 2 en Mayenne et 5 en Vendée. On a constitué donc 3 jurys locaux composés de 2 éleveurs sur le territoire et d'un conseiller fourrage de la Chambre d'agriculture. C'était moi, voilà. On est passé donc sur toutes les exploitations avec les jurys donc à la mi-novembre 2022. Et à partir de quel, du coup, on a pu sélectionner donc par territoire 2 exploitations qui ressortaient un peu du lot et qu'on emmenait du coup en jury régional où on a évalué donc avec donc un éleveur, un conseiller fourrage de la Chambre d'agriculture et 2 experts prairies. On a évalué donc les 6 prairies en finale régionale. Donc ça s'est passé donc mi-décembre 2022 pour élire donc les 3 premiers prix régionaux. Voilà. Et donc palmarès de l'édition 2022 est arrivé en tête Patrick Loquet, donc à Touvois en Loire-Atlantique. Donc c'est une prairie assez simple, hein, donc raigré anglais, trèfle blanc avec de la chicorée. Et ce qui nous a particulièrement intéressé sur la conduite avec de la chicorée, qu'il arrivait à ne pas être submergé par la chicorée et à bien la valoriser. Donc on est sur un temps de retour assez court au printemps et effectivement il a un chargement instantané élevé, mais c'est la manière qu'il a trouvée pour valoriser la chicorée. Après il faut savoir qu'il a des terres quand même assez sains et profonds, ce qui lui permet aussi d'avoir un mélange assez simple. Voilà, en deuxième prix, on avait Pierre-Émilien Rouget, pareil en Loire-Atlantique, à Nord-sur-Erdre, il me semble. Et là, on est sur une prairie multi-espèces. Il me semble aussi qu'il fait plusieurs variétés sur certaines espèces. Donc, raigré anglais, fétuque élevé, trèfle blanc, trèfle hybride. C'était une prairie qui avait 6 ans. Et en termes de gestion, c'est une prairie de pâturage majoritairement, orientation pâturage majoritaire, avec une gestion au fil avant-arrière en période de pousse et il pouvait avoir un temps de repousse jusqu'à 10 semaines en cas de sécheresse. Voilà, on avait une belle prairie, vraiment âgée de 6 ans, elle était magnifique, voilà, tout simplement. Et en troisième prix, Mathieu Pichot en Maine-et-Loire,
Saint-Clément-de-la-Place, il me semble. On est pareil sur on est sur une prairie de fauche cette fois-ci, alors qui est assez jeune par rapport aux autres. Elle avait 4 ans. Donc prairie de fauche avec raigrats anglais, paraturin des prés, trèfle blanc, trèfle violet. Et alors on a évalué en 2022, à l'automne 2022, ce qui était assez pas mal pour évaluer des prairies qui répondent au réchauffement climatique, enfin qui répondent à l'adaptation au réchauffement climatique. C'est qu'il y a eu l'été 2022 qui sont passés sur ces prairies, donc on a pu voir comment elles ont pu répondre face à l'été. Et en l'occurrence là, Mathieu, ce qu'il avait fait en sortie d'été, c'est de faire un sursemis de métail dans la prairie pour faire plus de stock suite à la sécheresse de 2022. Donc le métail était semé quand on est allé le voir. Il avait bien levé et la prairie s'était aussi bien regarnie suite à l'été. Voilà. Voilà. Et donc on a fait une remise des prix en juin 2023 chez le premier prix, donc chez Patrick Loquet. Alors, ce qu'ils ont gagné, c'est pour les premiers prix. Alors, attends, je ne sais plus exactement sur Soline. Alors, ils ont gagné 500 € donc pour chaque prix, le premier, deuxième et troisième prix ont gagné 500 € et celui qui a eu le premier prix a eu une prime de 500 € supplémentaires. Donc 1000 € pour Patrick Loquet. Voilà. Et puis, ils sont repartis avec une petite plaque et un petit guide prairial. Voilà, qui est une sacrée Bible aussi. Voilà. Et donc, c'était une journée. Donc, chez Patrick Loquet, on avait une quarantaine de participants. Et on a fait 3 ateliers donc sur la base des 3 lauréats, des 3 premiers prix régionaux. Donc sur les ateliers, on avait un atelier sur la gestion du pâturage, un atelier sur le choix des espèces et un atelier sur le sursemis de métail et par extension aussi le semis de prairies sous couvert de métail. Voilà, c'était une bonne journée, qui a permis pas mal d'échanger et de mettre aussi en valeur du coup les 3 premiers prix qui ont pu participer à ces ateliers et présenter ce qu'ils ont fait. Voilà. Et donc, il y a une... Ouais, vas-y. Et du coup, si vous voulez en savoir plus sur cette remise des prix, on a fait une petite vidéo aussi avec des interviews des gagnants, des membres du jury, et où ils expliquent justement les pratiques qu'ils ont mis en place sur leur prairie et qui fait qu'ils ont gagné ces prix-là. Et donc les perspectives, c'est ce que je vous disais en introduction, c'est que ça s'est déployé, ce concours Paris sur ta prairie s'est déployé en 2023 en Bretagne dans le cadre du projet Climat-Veg, et puis en 2024, donc cette année-là, dans le cadre du projet européen Grazing for Agroecology, qui est un projet européen. Et donc du coup, on va annoncer le gagnant très prochainement dans les jours à venir. Et donc en 2025, avec le groupe Herbe et Fourrage et la Chambre d'agriculture du Centre-Val de Loire, on va déployer ce concours-là aussi cette année. Donc il continue à vivre, ce concours. Voilà. Et pour en savoir plus sur tous les gagnants des éditions, on a fait une petite vidéo aussi de la remise des prix du concours breton qui a eu lieu au Salon de l'Herbe à Nouvoitou l'année dernière. Donc il y a une vidéo témoignage aussi des jurys et de la prairie gagnante. Donc vraiment, si vous voulez découvrir toutes les innovations des gagnants en Pays de la Loire et en Bretagne, pareil, vous avez ce QR code, tout est hébergé sur le site de l'Institut l'Élevage. Peut-être des questions? Non, tu veux prendre la suite, Solène? Non, j'allais dire, oui, avant de passer au prochain webinaire, peut-être si vous avez des questions ou des remarques sur le concours, n'hésitez pas. Bon, pour enchaîner, vous dire que les webinaires effectivement du projet Climat-Veg touchent à leur fin. Bon, là, en l'occurrence, c'est pas. Il y a encore quelques webinaires qui arrivent et il y en a même jusqu'à mi-mars. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire sur les webinaires qui vous intéressent.
Je vais vous remettre le lien de la page web dans les commentaires. Et c'est également sur cette page-là que vous retrouverez les replays des webinaires passés. Et puis, j'en profite également pour vous informer de la journée finale du projet Climavèche, qui est ouverte à tous, qui est aussi le moment d'échanger avec tous les partenaires qui ont contribué aux travaux du projet. Donc, vous avez vu au début, hein, c'est un projet très très large, donc qui comporte pas mal de travaux. Donc, sur la diade après, vous avez la date de cette journée qui sera le 13 mars 2025 à l'hôtel de région à Nantes. Donc, de la même manière, on va vous mettre les éléments dans les commentaires. C'est une journée qui est gratuite, mais sur inscription. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire si le sujet vous intéresse. Si vous avez des questions, que ce soit sur le projet ou sur ce qui vous a été présenté là ce matin qui arrive a posteriori, écoutez, sur la dia suivante, n'hésitez pas à nous contacter. Vous aurez les contacts côté VG Police si des questions vous arrivent au niveau du projet Climavèche et sur ce qui vous a été présenté ce matin. Donc, Soline vous a également laissé ses coordonnées. Donc, n'hésitez pas à prendre contact et à rebondir suite à ce webinaire. Je remercie les 3 orateurs du jour et je vous souhaite à tous une excellente journée. Merci beaucoup, à très bientôt.